Je n'ai jamais pensé que je serais la personne assise dans une maison tranquille avec une robe noire, et me demandant si j'étais réellement le méchant dans l'histoire de ma propre famille, pour les avoir coupés pour toujours. Mon mari Marc était le genre d'homme qui pouvait faire d'un mardi pluvieux un jour férié. Mais il y a 6 mois, il m'a été enlevé dans un accident de voiture qui a brisé mon monde en 1 million de morceaux déchiquetés. Le jour de ses funérailles, le jour où j'ai eu besoin de mes parents plus que j'ai jamais eu besoin d'une autre âme humaine, ils n'étaient pas là. Ils ne se sont pas présentés à l'église, ils ne sont pas venus à l'enterrement, et ils n'ont même envoyé un texto que des heures plus tard, affirmant qu'ils avaient un rendez-vous d'accouchement qu'ils ne pouvaient pas manquer. J'ai découvert plus tard qu'ils avaient passé cet après-midi-là dans le cabinet d'un psychiatre privé, non pas pour leur propre chagrin, mais pour entamer le processus de me faire déclarer mentalement inapte, afin qu'ils puissent prendre le contrôle de mon héritage et de ma maison. Suis-je le monstre pour m'assurer qu'ils ont tout perdu à la place? Dites-moi honnêtement, auriez-vous trouvé dans votre cœur de leur pardonner? Ou auriez-vous fait exactement ce que j'ai fait et brûlé tous les ponts vers eux, pour comprendre comment mes propres parents ont pu comploter contre moi alors que j'étais au plus bas? Il faut comprendre la dynamique de la famille Miller. En grandissant, j'étais l'enfant en or, mais pas de la manière qui implique que j'étais gâtée. J'étais l'enfant en or parce que j'étais une personne très performante qui ne causait jamais de problème. Ce qui signifiait que j'étais une source fiable de fierté et finalement une source fiable de sécurité financière pour eux. Mon père, Robert, était un homme qui vivait bien au-dessus de ses moyens, toujours à la recherche du prochain gros investissement qui échouait inévitablement. Ma mère, Elina, était son facilitateur, une femme qui se souciait plus des étiquettes sur ses sacs à main que de la réalité de leur dette croissante. Quand je me suis mariée, un architecte à succès avec un cœur en or et un compte d'épargne très sain, mes parents le considéraient comme leur guichet automatique personnel. Mark était toujours gentil avec eux, les aidant avec des prêts dont nous savions tous les deux qu'ils ne seraient jamais remboursés. Mais il était aussi intelligent. Il a fixé des limites. Il s'est assuré que nos biens personnels, y compris la belle maison historique que nous avons achetée et rénovée, étaient protégés. Quand Mark est décédé, le chagrin était un océan dans lequel je me noyais. Il était mon partenaire, mon meilleur ami, et la personne qui tenait à distance la cupidité de mes parents. Dans les semaines précédant les funérailles, j'étais un fantôme. Je ne pouvais pas manger. Je n'arrivais pas à dormir. Et je ne pensais certainement pas à l'argent. Mes parents, cependant, ne pensaient à rien d'autre. Ils étaient constamment à la maison, mais ils ne m'apportaient pas de repas, ni ne m'aidaient à organiser les funérailles. Ils fouillaient autour. J'attrapais ma mère en train de regarder les œuvres d'art sur les murs, ou de demander où Mark gardait les papiers importants. J'avais trop le cœur brisé pour voir les drapeaux rouges. Je pensais qu'ils étaient juste excentriques ou essayaient d'être utiles à leur manière déformée. Le jour des funérailles est arrivé, et c'était un matin gris et misérable. Je les ai attendus à l'église. Je n'arrêtais pas de vérifier les portes arrière, m'attendant à voir la berline argentée de mon père s'arrêter. Mon frère Léo était là, l'air confus et en colère, me demandant où étaient maman et papa. Je n'avais pas de réponse. J'ai assisté au service, à l'éloge funèbre qui m'a brisé le cœur et à l'enterrement en quelques jours complets, me sentant complètement abandonnée. Quand je suis finalement rentrée à la maison, épuisée et crue, j'ai trouvé un message de ma mère. C'était bref et froid. Il disait « Nous avions un rendez-vous avec le docteur Aéris que nous ne pouvions tout simplement pas reporter. C'est pour le mieux, Clara. On parlera demain. » Je ne savais même pas qui était le docteur Aéris. J'ai supposé que c'était un spécialiste de la maladie cardiaque de mon père. Ce n'est que 2 jours plus tard, lorsque j'ai trouvé un dossier laissé sur mon îlot de cuisine, que la vérité a commencé à éclater. À l'intérieur se trouvaient des impressions de mes dossiers médicaux d'il y a 5 ans, lorsque j'ai souffert d'une brève période de dépression postpartum après une fausse couche. Il y avait aussi des notes dans l'écriture de ma mère, détaillant mon comportement erratique depuis la mort de Mark. Des choses comme refuser de manger, pleurer de façon incontrôlable et se retirer de la famille. Il construisait une affaire. Il n'était pas aux funérailles parce qu'il rencontrait un psychiatre pour discuter de la façon d'initier une retenue involontaire et éventuellement une tutelle sur moi. Il voulait prouver que la mort de Mark m'avait causé une rupture psychotique afin qu'il puisse emménager chez moi et gérer le paiement de l'assurance vie. C'est donc la situation dans laquelle j'étais. Pendant que j'enterrais mon mari, mes propres parents étaient dans le cabinet d'un médecin essayant de trouver un moyen de me priver légalement de mon autonomie et de ma maison parce qu'ils étaient fauchés et avides. J'étais debout dans ma cuisine avec la preuve que ma famille me chassait comme une proie.
Avant de vous dire comment j'ai renversé la situation et le secret que j'ai découvert qui a détruit leur plan, je veux que vous fassiez une pause. Arrêtez-vous ici et commentez ci-dessous. Si vous appreniez que vos parents ont sauté les funérailles de votre conjoint pour trouver un moyen de prendre votre héritage, quel serait votre premier geste? Les affronteriez-vous immédiatement, ou joueriez-vous cool et planifieriez-vous votre déménagement en silence? Je veux vraiment savoir ce que tu aurais fait à ma place. J'ai décidé de jouer cool. Mon cœur hurlait, mais mon cerveau est passé en mode survie. J'ai appelé mon avocate, une amie proche de Marx nommée Sarah, et je lui ai tout montré. Sarah était horrifiée. Elle m'a dit que même s'il est difficile de prouver que quelqu'un est mentalement inapte, mes parents préparaient clairement le terrain pour une vilaine bataille juridique. Mais ensuite, je me suis souvenu de quelque chose. Mark était un gardien de dossiers méticuleux. Il avait un coffre-fort dans son bureau que mes parents n'avaient pas pu casser. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé un enregistreur numérique. Mark avait commencé à enregistrer ses appels téléphoniques il y a 1 an après que mon père l'ait menacé pour une demande de prêt que Mark a refusée. Sur ces enregistrements, mon père, clair comme le jour, disait « Si tu ne nous donnes pas l'argent, je m'assurerai que Clara pense que tu triches. Je vais ruiner ton mariage et ensuite je la prendrai pour tout ce qu'elle vaut une fois qu'elle te quittera. » C'était de l'extorsion pure et simple. Mais il y avait plus. J'ai parcouru leur courrier récent, qu'ils avaient redirigé vers ma maison pour une raison quelconque, et j'ai trouvé un avis de forclusion sur leur propre maison. Ils étaient à quelques semaines d'être sans abri. C'est pourquoi ils étaient si désespérés. Ils n'étaient pas seulement avides, ils se noyaient, et ils ont décidé d'utiliser la mort de mon mari comme radeau de sauvetage. Je les ai invités à dîner 1 semaine après les funérailles. Ils sont entrés avec de faux sourires, faisant comme si de rien n'était, bien qu'ils aient présenté de faibles excuses au sujet du rendez-vous chez le médecin. Ma mère a même eu l'audace de dire « Clara, chérie, tu as l'air si fragile. On a discuté, et on pense que ce serait mieux si on emménageait ici pour s'occuper de toi. Vous ne pouvez clairement pas gérer les factures et l'entretien dans votre état. » Je l'ai laissé finir. Je l'ai laissé parler de la façon dont il pourrait gérer l'argent de l'assurance pour moi. Ensuite, j'ai placé l'enregistreur numérique sur la table et j'ai appuyé sur lecture. Le regard sur le visage de mon père, alors qu'il entendait sa propre voix menacer mon mari décédé, était quelque chose que je n'oublierai jamais. Sa peau est passée de pâle à gris maladif. J'ai ensuite glissé le dossier qu'ils avaient laissé sur la table, avec l'avis de saisie que j'avais trouvé. Je leur ai dit que je connaissais le docteur Aéris. Je leur ai dit que je savais qu'ils essayaient de me faire interner. Ma mère s'est mise à pleurer. Les mêmes fausses larmes manipulatrices qu'elle avait utilisées toute sa vie. Mais je n'ai rien ressenti. Je leur ai dit qu'ils avaient 24 heures pour emballer tout ce qu'ils avaient apporté et partir. Je leur ai dit que si jamais je les revoyais, j'apporterais les enregistrements à la police et porterais plainte pour extorsion. Je leur ai aussi dit que j'appelais la banque pour m'assurer qu'ils ne pourraient jamais réclamer une odeur d'assurance vie de Mark. Les conséquences ont été brutales. Ils ont essayé de retourner le reste de la famille contre moi, disant aux oncles et tantes que j'étais devenu froid et paranoïaque après la mort de Mark. Mais j'ai envoyé l'enregistrement à mon frère et au reste de la famille. Le silence de leur côté était assourdissant après cela. Mes parents ont perdu leur maison. Ils vivent actuellement dans un petit appartement exigu à 3 états de là, et je ne leur ai pas parlé depuis des mois. Ils ont récemment envoyé une lettre demandant pardon et affirmant qu'ils ne l'avaient fait que parce qu'ils étaient désespérés. Mais le désespoir d'un parent ne devrait jamais impliquer la destruction de son enfant. J'ai vendu la grande maison. Il y avait trop d'ombre, trop de souvenirs des gens qui ont essayé de voler ma vie pendant que j'étais en deuil. J'ai déménagé dans un petit chalet au bord de la mer. Et pour la première fois de ma vie, je me sens en sécurité. J'ai appris que le sang ne fait pas de toi une famille, la loyauté et l'amour le font. Mes parents ont échoué au test le plus élémentaire de l'humanité. Et même si ça fait mal d'être vraiment seul, ça fait moins mal que d'être entouré de serpents. Cette expérience m'a appris que parfois les personnes censées vous protéger sont celles dont vous avez le plus besoin de protection. Le chagrin est déjà assez dur, sans avoir à mener une guerre contre votre propre chair et votre propre sang. S'il y a une morale à ce gâchis, c'est de faire confiance à votre instinct et de protéger votre paix, peu importe qui essaie de la perturber. Vous n'êtes pas obligé de garder des personnes toxiques dans votre vie simplement parce que vous partagez une séquence d'ADN. Si vous pensez que j'ai eu raison de les couper et de les exposer, veuillez aimer cette vidéo. Ça m'aide à savoir que je ne suis pas seule là-dedans. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires où la vérité est enfin révélée.
Et partagez vos dernières réflexions sur tout ce gâchis dans la section commentaires. Suis-je allé trop loin ou ont-ils eu exactement ce qu'ils méritaient? Je vous verrai tous dans la prochaine histoire.